aujourd'hui, on va parler avec vous de l'IA dans la réalité, hein, parce que de la communication, du marketing, vous en subissez beaucoup. Je ne crois pas que vous y contribuiez, euh, pas dans mon souvenir. Donc, et puis après, on essaiera de se projeter sur les organisations de demain avec l'IA, mais d'une manière pragmatique. C'est un mot qui est beaucoup revenu, et je pense que avec le recul, on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très pragmatique. Alors déjà, finalement, parce que pour l'IA, pour beaucoup, ça reste assez conceptuel encore. Il y a beaucoup d'entreprises qui, en termes d'adoption, sont vraiment au début de la route. Toi, Laurent, chez L'Oréal, hein, c'est 90 000 salariés, une grande maison. Des cas d'usage, il y en a beaucoup. Je sais que tu m'avais dit, je ne peux pas te dessiner une stratégie globale, ça dépend de chaque métier. Mais est-ce que tu peux, comme ça, en précisant certaines applications, là où l'IA est une réalité aujourd'hui chez L'Oréal, et là aussi où toi, en tant qu'expert, tu sens le potentiel de valeur ou le potentiel pour un métier en termes d'augmentation de ces tâches, par exemple. Oui, alors déjà, le premier travail, c'est quand même prendre du recul et sortir un peu de l'hystérie qui peut s'emparer des métiers où d'un coup on est submergé par des centaines et des milliers de demandes, puisqu'on est un peu alimenté par la hype autour de ces sujets. Donc je dirais le premier gros boulot, c'est respirer, analyser et commencer à travailler sur les fondations. Voilà, avant de partir vraiment bille en tête, parce que sinon on peut prendre vraiment un petit coup sur le front. Donc la première chose qui a été faite côté L'Oréal, c'est bâtir les fondations. Alors nous, on a eu un peu de chance, on n'a peut-être pas vraiment de mérite, mais on avait beaucoup travaillé des années auparavant sur la data. Donc on partait quand même avec un patrimoine qui nous a bien aidé. Il y avait déjà une énorme gouvernance autour de la data. Donc on avait une partie, je dirais, des fondations pour avoir une bonne équipe. Bon, ensuite, il a fallu identifier et travailler sur quels sont les bons use cases. Alors là, il n'y a pas de recette magique. Il y a beaucoup de gouvernance, il y a beaucoup de prise de décision, etc. Mais on voit en gros, il y a tout ce qui est back-office. Donc ça peut être comment améliorer, gérer les centres d'appel. Bon, par exemple, nous, on a des centres d'appel en liaison avec des centres anti-poison, etc. Si jamais un bébé a avalé un produit cosmétique quelconque. Donc il y a vraiment tout ce volet assez classique. Vous avez tout le volet vraiment back-office de back-office. Par exemple, on a parlé tout à l'heure, je crois, tout ce qui est les développeurs, les techs, etc. Donc comment optimiser la fabrication de nos services digitaux, de nos applicatifs, etc. Puis vous avez la partie face to consumer. Donc je vais citer un exemple. On a Beauty Genius, qui est une application sur laquelle, à l'aide d'IA, on fait du conseil sur des produits cosmétiques. La personne dit quel est son besoin, son type de peau, et on va lui proposer un certain nombre de produits pour améliorer, je dirais, son teint, etc. Voilà les... Sachant qu'en plus, c'est une techno qui a été combinée avec d'autres, qui étaient de l'analyse de peau. Et là, on est sur d'autres technos que du génératif, mais les deux... En général, on fait beaucoup d'hybrides. Hein. L'IA seule a peu de valeur. On a sorti un produit, enfin, une technologie où on fait à la fois avec de l'IA, on fait de l'analyse de l'ADN de la peau pour faire des diagnostics de peau beaucoup plus poussés. Donc, c'est à la fois, je dirais quasiment de la dermato très, très, très poussée avec de l'IA et à la fin, un outil pour après vendre les produits. Parce qu'à la fin, quand même, enfin, de notre côté, à la fin, c'est vendre le meilleur produit avec la meilleure performance personnalisée au consommateur. On parlait pour les barbus. Hein. On parlait. Et les barbus, on peut s'en occuper. Aldric, on avait parlé, ça fait des années qu'on parle ensemble. Depuis 2023, voilà, Crédit Agricole, c'est une stratégie d'adoption maîtrisée. C'est quelque chose que vous avez tenu jusqu'en 2025. Ça va faire 3 ans. Maintenant, quel est un peu ton recul par rapport aux promesses, enfin voilà, comment tu confrontes un peu les promesses, les attentes des débuts, hein, y compris en interne, hein, et la réalité aujourd'hui, et comment ça rebat peut-être les cartes sur les étapes 2026 et années après.
Oui, alors stratégie d'adoption maîtrisée, on voit déjà que les mots sont pesés, on veut y aller, mais on veut quand même pas perdre le contrôle, donc ça rejoint peut-être aussi ce qui a été dit pour L'Oréal. Bon, nous, il faut savoir on a coutume de dire qu'on est un groupe uni et décentralisé, c'est-à-dire qu'on a en plus un sujet à gérer, c'est qu'on a à la fois des métiers variés, mais qui ont aussi une très très grande autonomie, et cette autonomie s'applique aussi dans le domaine de l'IT, donc de la data, du digital, de l'IA. Donc pour embarquer tout le monde, la stratégie d'adoption maîtrisée, ça a consisté à dire il faut vraiment qu'ils s'en emparent. Donc certes, il faut construire des fondations, mais on ne peut pas non plus leur dire on va attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, que vous ayez des bonnes fondations suffisamment solides pour commencer à expérimenter. Donc on a défini un faisceau et un protocole de conditions par lesquelles ils ont pu expérimenter. On a même assumé, alors on avait dénombré 150, mais dans un groupe comme l'autre, quand vous en comptez 150, vous tassez bien, vous mettez un multiple par 4 ou 5 et vous êtes à peu près dans la réalité. Et puis assez rapidement, on s'est dit, bon, très bien, l'expérimentation, quand même très centrée, technocentrée, c'est-à-dire on veut faire des cas d'usage IA générative. Moi perso, je ne sais pas ce que c'est un cas d'usage IA générative. Moi, j'ai un problème à résoudre ou un cas business. Ce faisant, on s'est dit, maintenant, centrons finalement sur des poches de valeur et regardons si, au lieu d'expérimenter, puis après dire on essaie d'industrialiser, puis on déploie, on ne peut pas directement partir sur une conception nativement à l'échelle. Et donc on a identifié 60 projets. De mon point de vue, c'était trop, mais bon, peu importe. Sponsorisés par le COMEX. On a décliné en fait ces 60 projets. Ça se termine là dans un mois, hein, donc on a une gentille pression. Hein, sachant j'en parlerai, on redémarre aussi une séquence stratégique là, à partir de janvier. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on termine une séquence, mais en réalité, on prépare la suivante. Donc on a déjà démarré les travaux de la suivante. Les constats, c'est quoi? C'est que, comme ça a été dit pour L'Oréal, on avait beaucoup de métiers, mais aussi des dirigeants, parce que je pense que ça a circulé dans les COMEX, qui venaient voir en disant il faut qu'on fasse des cas d'usage IA générative. Bon, très bien. Seul problème, et ça on l'a vu assez rapidement au cadrage, c'est qu'en fait, le cas d'usage, c'est bien parce que ça démocratise le sujet. Tout le monde peut être concerné par une approche cas d'usage. En revanche, ce n'est pas une approche forcément qui prend, par exemple, pour des processus de bout en bout, et le démarrage, c'est souvent le client, jusqu'à parfois des choses dans les processus bancaires qui peuvent se passer 10 ans après qu'on ait eu le premier contact client, si je prends le crédit immobilier, par exemple. Et donc, premier constat, déjà, c'est qu'on a peut-être un peu, avec cette approche cas d'usage, perdu le fil de quels sont finalement les vrais gisements de valeur qu'on a dans une entreprise comme une banque. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de secrets pour faire de la valeur, mais je pense que ça s'applique à plein d'entreprises. C'est où sont les grands nombres de clients, où sont les grands nombres d'utilisateurs, où sont les grands nombres d'opérations. Et souvent, parce que c'est quand même pas si mal fait que ça, quand on a ces critères-là qui sont réunis, ça veut dire qu'on a organisé les choses sous forme de processus clés de l'entreprise ou de frontaux sur lesquels il y a des carrefours d'audience extrêmement importants. Je prends par exemple pour les caisses régionales, hein, c'est 20 millions de clients. L'application digitale donc, qui s'appelle Ma Banque, c'est la première application digitale de France, donc il y a entre 10 et 12 millions d'utilisateurs. Globalement, vous pouvez faire tous les cas d'usage que vous voulez. Si vous ne mettez pas l'IA, le digital, la data et l'IA dans ce carrefour d'audience-là, vous n'aurez pas un impact optimal. Et donc, quand on a un peu scanné nos 60 projets, on s'est aperçu finalement qu'il y en avait très peu qui étaient positionnés sur ces frontaux et ces carrefours d'audience. Pourquoi? Parce que comme ça avait été attrapé par l'IA générative, l'IA générative, il y a quand même un certain nombre de failles, ces histoires d'hallucination, donc ça veut dire que des fois la réponse n'est pas forcément hyper fiable, des attaques cyber, toute une variété, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est quand même assez impactant, et donc du coup on s'était déjà dit, bon, on ne va pas trop l'ouvrir au client final pour l'instant, on n'est pas encore mature pour faire ça, et donc déjà on se retirait finalement ces fameux carrefours d'audience client, que ce soit sur l'application ou sur les sites classiques. Deuxième aspect, les opérations. En fait, on s'aperçoit que l'IA générative, ce n'est pas forcément une technologie qui est optimale, par exemple pour la fraude aux moyens de paiement, où on a plutôt des systèmes de détection d'anomalies, les attaques cyber, etc. Donc ça veut dire que ce champ-là, déjà, était un peu laissé en jachère par un truc qui est centré IA générative. Et puis troisième constat, nombre d'utilisateurs. J'ai un peu pitché, on va dire, le décor. Comme on a donné beaucoup la main aux métiers qui sont très autonomes d'un point de vue IT, il s'est passé ce qui s'est toujours passé au Crédit Agricole, c'est que les gens ont divergé sur les solutions, et donc on se retrouve sur le chat sécurisé, il doit y avoir 6 ou 7 solutions qui coexistent. Et donc maintenant,
la séquence dans laquelle on rentre, c'est quoi? C'est de dire, allons chercher les fameux carrefours d'opérations, carrefours d'audience, et puis les grands nombres d'utilisateurs. Et en fait, il y a plusieurs leviers. Premier levier, il va falloir qu'on ouvre ces technologies-là, et c'est vraiment le mix, c'est-à-dire IGN, agent, IA au client final. C'est un vrai défi. Il y en a plein qui disent qu'ils l'ont fait, mais quand on regarde dans le détail, soit c'est des morceaux de chaîne de valeur, c'est des petits endroits où ça prend pas trop de risques. Une banque, son business, c'est quand même basé sur la confiance. Donc du coup, si tu te fais hacker ou qu'il y a des données qui partent ou que les résultats sont pas corrects, c'est un problème. Deuxième aspect, l'hybridation. La seule réponse n'est pas l'IA générative. Ça peut être l'IA générative, de l'agentique, de l'IA traditionnelle, de la simple data même. Sur les 60 projets, il y en a les métiers étaient absolument déçus, voire navrés. Ça s'est terminé par un bon vieux traitement data et qui a été fait en quelques semaines et qui marchait très bien. Voilà, et on leur a dit, on est désolé de vous décevoir et vraiment on s'excuse. Mais là, ça nous a paru vraiment opportun de mettre de la data, quoi. Et puis, troisième sujet, alors là, c'est vraiment le gros défi pour le Crédit Agricole, c'est cette histoire de divergence. Et donc là, dans le plan stratégique qu'on a annoncé, il est résolument orienté sur l'accélération sur la data et l'IA, partage des données. Comme on a à la fois des silos métiers, mais aussi des silos technologiques, enjeux clés. Donc, on va faire un espace de données, une data marketplace, groupe, parce qu'il y a aussi certains qui voulaient faire des data marketplace pour eux. Voilà, donc, logique de partage tout seul, c'est un peu bizarre quand même, mais bon. Voilà. Deuxième enjeu, c'est de dire, super de faire 4 ou 5 fois les mêmes actifs technologiques, mais là maintenant, il faut converger. Converger, c'est plutôt la vision métier, c'est-à-dire... si tu es censé faire le même produit, il faut que tu aies le même processus. Sinon, on ne va pas faire 5 ou 6 IA différentes pour équiper ton processus. Mutualiser, c'est-à-dire que si ça s'y prête bien, et que par exemple la logique métier, je sais pas, entre LCL et les caisses régionales, c'est le même métier, il va falloir qu'on développe des actifs ensemble. Ça nie pas le fait que certaines choses sont très spécifiques, parce qu'on a des métiers qui sont très différents. Il y en a qui font de l'immobilier, d'autres de l'assurance, d'autres de la santé, d'autres... Voilà. Mais il y a quand même des cœurs qui peuvent être mutualisés. Et donc là, on a un défi absolument énorme sur cette mutualisation, qu'on va d'ailleurs probablement faire porter par une co-entreprise qui portera la logique de mutualisation, et dans un esprit où finalement, il y a aussi la création d'une structure suffisamment dimensionnée pour porter à l'échelle du groupe Crédit Agricole ces actifs de manière durable. Parce que ce qui est souvent sous-estimé, c'est qu'autant c'est vrai que c'est plus rapide de construire seul, sur ces technologies-là, maintenir à l'état de l'art, de manière sécurisée et conforme, des socles permettant de délivrer la valeur métier, je pense qu'on n'est pas au bout d'avoir vu ce que ça coûte réellement, quoi. Merci Eric. On va parler un peu d'industrie, parce qu'on a eu les cosmétiques, donc plutôt retail, la banque, et on a l'administration. On va parler un peu d'industrie parce que c'est pas forcément un secteur dont on voit bien toujours les applications d'IA. On voit la robotique, alors l'IA rentre de plus en plus dans la robotique. Mais voilà, Michel, quel est un peu le niveau d'adoption? Est-ce que tu te retrouves par rapport à ce que peut décrire Aldric dans la banque? Ou est-ce que dans l'industrie, on est un peu dans cette même configuration avec des cas un peu isolés d'IA? Alors en fait, je pense que c'est pire. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et la réalité que nous on voit, parce que nos clients sont des très grands industriels en France et dans le monde, et nous ce qu'on propose, c'est des produits d'IA, des logiciels d'IA un peu différents de tous ceux dont on vient de parler, mais fondamentalement c'est ça. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au discours, il y a très peu d'IA installées au cœur des systèmes industriels. Donc si vous prenez un gros industriel, je ne citerai pas d'exemple parce qu'il y a des gens dans la salle de chez moi qui m'ont dit « Michel, on a des confidentialités de partout, etc. » Donc vous pourrez essayer de reconstruire, mais des boîtes très, très, très technologiques. Alors, il y a de l'IA dans les fonctions support. Il y a de l'IA, et notamment de l'IA générative, qui va utiliser le langage, pour être simple, alors en langage ou image, mais... parlons du langage, vous en avez dans le marketing, vous en avez dans les RH, etc. Mais si vous allez regarder le cœur du système industriel, ce que l'industriel est censé faire, alors dans certains cas, il gère une immense supply chain et il faut livrer à temps. Enfin, il y a très peu d'IA en fait à l'intérieur. Et la question, c'est pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que l'IA qui est basée sur le langage, ce qu'on appelle les grands modèles de langage, les LLM, etc., c'est pas fondamentalement adapté. Vous pouvez toujours poser des questions à votre truc en disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer ma supply chain, mais grosso modo, il va vous dire un peu n'importe quoi. Il y a un autre problème, c'est que ces outils d'IA, en fait, alors d'abord, la plupart des gens qui en parlent ne savent pas du tout comment ça marche. Les gens qui savent comment ça marche, prenez Sam Altman, prenez Yann Lequin, enfin, tous ces gens-là, ils savent comment ça marche, mais ils ne savent pas pourquoi ça marche. Et ça, c'est un gros sujet. Quand vous avez un système critique, système industriel critique, d'accord, vous allez devoir prendre des décisions et le machin, allez, on va mettre de la gentille, ça va marcher tout seul. Vous êtes sûr que vous avez envie d'avoir un système qui fait ça, dont vous ne savez pas pourquoi il marche. Donc vous ne saurez pas pourquoi il ne marche pas quand il ne marche pas. Et ça, c'est un vrai sujet. En fait, la plupart des outils d'IA qui aujourd'hui sont utilisés le sont dans des endroits qui ne sont pas trop critiques quand même. Pour l'industrie, il y a beaucoup de choses critiques. Et prenez simplement, vous avez un système industriel, vous avez un nouvel embauché qui arrive. Allez, il vient de la meilleure école d'ingénieurs, il a fait tous les machins. Est-ce que vous lui donnez le système critique tout de suite à gérer instantanément quand il arrive? Non. Vous allez attendre qu'il ait acquis des connaissances, des ceci, des cela. Au bout de 10 ans, peut-être, il sera en charge d'un système critique. On espère qu'on va mettre de l'IA et on va claquer des doigts. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors, il y a des outils d'IA qui sont beaucoup plus adaptés, et notamment, en particulier, quand vous avez un système industriel, ce que vous devez gérer, c'est la complexité. Vous avez des décisions à prendre. Elles sont très complexes. Il y a des effets en cascade, en pagaille. Vous avez de l'incertitude partout et vous devez prendre des décisions. Et pour ça, c'est super les systèmes d'IA qui sont basés sur les données du passé. Mais en général, la première chose que le CEO vous dit, c'est « Non mais moi, dans mon industrie, demain ne sera pas comme hier ». Alors je lui dis, écoute Coco, c'est bien, mais ne va pas regarder les données du passé pour t'aider à prendre les décisions, si demain ne sera pas comme hier. Donc tu as besoin d'autre chose. Et de quoi tu as besoin dans ton système d'IA? Tu as besoin de la connaissance. On passe de système d'IA basé sur la donnée, je prends des données, j'essaye d'apprendre et de sortir de la connaissance, mais j'ai toute ma connaissance métier, comment je peux la mettre dans un système qui va m'aider à prendre des décisions? Je vous donne un tout petit exemple. De situations comme ça. Vous vous souvenez certainement, si certains d'entre vous sont dans des industries dans lesquelles il y a de la supply chain, ce qui est à mon avis beaucoup, alors je ne sais pas sur vous, j'ai pas de doute. C'est pas ce qui manque. Je ne sais pas bien. Très peu. Voilà. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un bateau qui s'est retrouvé coincé dans le canal de Suez. Vous vous souvenez de ça? Et le monde entier, la supply chain, vous vous souvenez? Non, ouais, c'était marrant en fait. Non, on avait des trucs en actualité continue. Avant, ils ont bougé d'un mètre. Absolument. Mais le truc incroyable, c'est que toute la supply chain mondiale a découvert que le canal de Suez était un point clé, un point critique pour la supply chain. Mais comment ça se fait que les outils d'IA ne l'avaient pas vu? Eh bien parce que ça ne s'était jamais produit. Donc, si vous ne comprenez pas ce qui se passe et que vous vous contentez de regarder les données, vous allez manquer des choses qui sont fondamentales pour votre système industriel. Donc en fait, il y a des systèmes d'IA. Je pense que la grande révolution pour l'industrie, elle est en train d'arriver, avec ces systèmes d'IA qui sont basés sur la connaissance, alors qui utilisent les données, qui utilisent tout ça, mais qui sont basés sur la connaissance. Et et ça ne pourra pas être autrement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un système industriel extrêmement complexe avec de l'incertitude, des effets en cascade, tout ce que vous voulez, des contraintes. Je parlais de la supply chain. Vous êtes en charge de la supply chain. Qu'est-ce qu'il vous dit, le CEO? Il vous dit, écoute, il faut que tu augmentes le revenu, il faut que tu réduises les coûts. Ça serait génial si tu étais résilient. Et au passage, est-ce que tu pourrais réduire l'impact carbone? Donc, vous croyez vraiment qu'en regardant les données du passé, vous allez réussir à l'aider à naviguer là-dedans? Il faut autre chose. Et ça va arriver. Et je donne un dernier point, après je me tais, en tout cas jusqu'à la prochaine question. Une partie de mon métier aujourd'hui, c'est d'aller parler aux CEO COMEX, en fait, qui veulent savoir, parce qu'ils disent, en fait, on n'y comprend rien, ce que c'est que l'IA, pourquoi ça marche pas. Mais il y a un truc qui sort, c'est on nous avait promis beaucoup. Et en fait, alors je crois que vous l'avez dit aussi, il y a beaucoup de gens qui disent ça, juste parce que moi, ça m'a marqué. Il y a un CEO, je ne dirais pas qui c'est, qui m'a dit, mais ça me rappelle un tag que j'avais vu au début des années 2000, où il y avait écrit sur un mur, pour le 21e siècle. Bon,
On nous avait promis des voitures volantes. On a des cons en trottinette. Voilà. C'est pas moi qui dis ça. Hein. J'adore la trottinette, hein, je dis. Alors moi, je me permets, comme bon, vous avez la confidentialité, bah, nous on a la chance d'avoir des usines aussi, donc je peux en parler, et j'assumerai si je dis des bêtises, je me ferai taper dessus. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser, enfin que ce soit l'Adgentique, etc., telle qu'elle a été définie, parce qu'elle a été basée sur des humains, ou sur des échanges humains, ou sur un langage humain. Donc nous, on s'est aperçu qu'en fait, la problématique qu'il y a dans les usines, il nous faut des LLM ou des agents machine to machine. Il faut réinventer de fond en comble. Et pour l'instant, bon, il y a des choses qui commencent à émerger, mais c'est ça. Pour un agent qui est dans une usine, en plus qui interagit, la particularité, c'est qu'il interagit avec des capteurs souvent, etc. Mais il va discuter avec un autre agent et il ne faut pas passer par un agent qui a été bâti sur un être humain. Si on veut l'efficacité, le temps réel, enfin bon, plein de choses que vous avez dites, c'est une réalité. Il faut un autre type d'agent. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu avec Yann LeCun, qui commence à dire avec la robotique, parce que les robots, c'est quand même ça dans les usines, hein, maintenant, c'est une grosse part. Les robots vont pas utiliser forcément les mêmes agents, les mêmes LLM, pour plein de raisons. Donc, tout dans les usines, c'est vrai, c'est que des fonctions support qu'on a dans les usines, etc. Et l'histoire reste à écrire et il y a du business pour les éditeurs, etc. à inventer, ça c'est sûr. On va avoir des agents qui interagissent entre eux, donc on a intérêt aussi à faire super gaffe aux hallucinations collectives. J'ai demandé à tout le monde de poser un peu finalement le décor de l'IA dans leur organisation. France Travail, comme chez L'Oréal, comme chez Crédit Agricole, l'IA ça date pas de ChatGPT. Est-ce que tu peux nous, voilà, au travers de quelques exemples, nous représenter ce que c'est l'IA opérationnellement? Donc oui, tu as raison, c'est pas quelque chose de nouveau. Moi d'ailleurs, c'était mon métier, je codais des réseaux de neurones il y a 30 ans chez France Télécom, recherche et développement. Donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Et il se trouve que ce que tu disais est complètement vrai. Aujourd'hui, en fait, quand on parle d'IA, on a tendance à parler de manière intuitive d'IA générative. Or, il y a plein de catégories d'IA, en fait. D'ailleurs, l'IA qu'on trouve dans la logistique, je suis passé par le retail, on faisait de la logistique. C'est souvent, en fait, des systèmes experts, ce qu'on appelle l'IA symbolique. Par exemple, à la Redoute, tout a été automatisé. Pendant le Covid, on arrivait à envoyer 2 millions de colis par mois sans intervention humaine. Et les robots qui allaient faire le picking, en fait, c'était de l'optimisation sous contrainte. Donc, finalement, c'est de l'intelligence artificielle. C'est un processus intelligent, artificiel, mais qui ne passe pas par l'IA connexionniste, en fait, dont on parle aujourd'hui quand on parle de réseau de neurones artificiels. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative, mais il y a plein d'autres choses. On faisait aussi l'IA connexionniste pour faire du computer vision, reconnaître par exemple des objets quand on a des retours en logistique, etc. Et tout ça est évidemment plus ancien. Et après, je rebondirai aussi sur ce que tu disais. C'est vrai, moi je le constate aussi depuis quelques années. Souvent, quand il y a une innovation technologique, et l'IA générative en est une en l'occurrence, on se dit, on a un excès d'optimisme au début. On se dit, ouais, ça va changer le monde, ça va être génial. Ça a été vrai pour le Bitcoin, ça a été vrai pour le métaverse et même pour les big data. Et puis quelques années après, on se dit, enfin même quelques mois après, on se dit, mais finalement, en fait, c'était un effet de mode, on s'est un peu emballé. Et moi, ce que je dirais, c'est que quelques années après, 10, 15 ans après, on se rend compte que ça a quand même tout changé. Et souvent, ça change tout quand on a compris qu'une innovation technologique, en fait, c'est pas quelque chose qui vient s'intercaler dans un processus métier préexistant. Ça nécessite souvent en fait de changer les processus métiers et de réinventer la façon dont on fait le travail. Et pour reboucler et revenir sur France Travail, c'est précisément ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vois l'IA générative, alors au regard de notre métier, puisqu'effectivement on ne fait pas de logistique, etc., comme une opportunité quand même assez forte, puisque ça me permet en fait de rechallenger les interfaces humain-machine qui sont, pour rien vous cacher, pas de très bonne qualité. Chez France Travail, notamment nos conseillers, on a finalement créé des interfaces utilisateurs qui sont le résultat d'une super position de process, de métiers, d'outils, etc. pendant 20 ans. Et on se retrouve en fait avec des choses très complexes. Alors il y a la loi de Conway en informatique et en loi des organisations qui nous dit que plus un process est complexe, plus les outils
qui sont le miroir de ces process sont complexes et donc de mauvaise qualité. Mais le résultat est qu'on impose à nos conseillers une charge mentale considérable parce que les outils sont très compliqués à utiliser. Et donc, l'IA générative, le fait de pouvoir interagir avec le système d'information en langage naturel, c'est pour nous une opportunité géniale, en fait, et ça nous permet de faire un saut qualitatif considérable. Après, on se confronte justement à tout ce qui a été dit avant, c'est que d'une part, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, et qui plus est France Travail, qui a une gouvernance spécifique, puisqu'on a une gouvernance paritaire avec les organisations syndicales, etc. Et donc avant de déployer quoi que ce soit, on est obligé de faire valider pratiquement tout. Et donc c'est un peu long finalement. Néanmoins, on a effectivement une approche bottom-up, du bas vers le haut, qui nous permet de reconsidérer nos process et de voir en fait dans quelle mesure l'IA générative ne peut pas nous aider à faire ce saut qualitatif. Donc c'est quelque chose qui est en cours, pour revenir sur France Travail, avec en fait toutes les précautions qui viennent d'être mentionnées, et donc effectivement on avance avec à la vitesse qui est la nôtre, avec aussi les risques aussi que tu as mentionné aussi, de sécurité, etc. On est en plein dedans, nous, parce qu'en plus on est en train de changer notre finalité, c'est-à-dire que France Travail aujourd'hui, on parle d'inclusion par l'emploi, donc on s'ouvre à ce qu'on appelle le réseau pour l'emploi, les conseils départementaux, missions locales, Cap Emploi, enfin beaucoup d'acteurs. On leur partage notre système d'information, ils utilisent notre système d'information, et en fait il se trouve qu'on doit durcir nos conditions d'utilisation, parce que quand c'était l'interne, on avait un contrôle très fort sur ce qu'on faisait. Aujourd'hui, en fait, là, ce qui est arrivé récemment, il y avait pourtant un double facteur d'authentification. L'agent, qui n'était pas un agent France Travail, a donné en fait sa deuxième clé d'identification à un faux technicien par téléphone, et donc on s'est retrouvé avec le problème qu'on a eu. Et donc l'IA présente aussi de nouveaux risques et de nouveaux dangers quand on veut piloter un système d'information via l'IA, avec des technologies comme le MSP qui permet de faire, c'est une sorte d'API en fait de l'IA qui permet d'interconnecter le système d'information avec l'IA, avec une interface IA. En fait, ça donne accès à tous ceux qui peuvent interagir avec ces IA génératives, en fait, au système d'information. On a beau mettre des prompts de contexte rigoureux, c'est pas inviolable par définition, et donc il faut faire attention. Merci. Aldric, si on interroge la réalité entre les promesses et ce qu'on délivre aujourd'hui dans les entreprises, quel est un peu ton regard, un peu rétrospectif, vis-à-vis l'IA et l'IA génératif au Crédit Agricole? Pour le dire de manière très tranchée, en fait, aujourd'hui, les cas d'usage ou les projets qui génèrent de la valeur en s'appuyant sur l'IA, c'est pas des projets génératifs. C'est des projets qui s'appuient, par exemple, on l'a entendu, là, le traitement d'images ou les IA traditionnels, donc soit du machine learning ou du deep learning. Donc typiquement, on a des projets dans des processus qui traitent les justificatifs des clients. C'est du très gros volume, c'est pas du génératif, c'est très robuste parce que c'est des technos qu'on maîtrise depuis plus de 10 ans. Ceux-là, ils sont très héroïstes, par définition. Il y a d'autres projets où assez vite on a dit, de toute façon c'est pas une question de ROI, c'est une question d'employabilité. Typiquement donner accès à des chats sécurisés, à des premiers niveaux d'agentic low code, on ne mesure pas de ROI là-dessus. Ce qu'on se dit, c'est que de toute façon il faut que les gens s'acculturent à ces technologies, mettent en place aussi, avec une innovation qui vient quand même par le terrain, des dispositifs par lesquels ils vont augmenter leurs activités. Ça s'applique très bien notamment les fonctions de support, en fait, cette logique-là, Et donc voilà, et donc maintenant ce qu'on doit faire, parce que j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de valeur dans l'IA générative ou les agents, c'est chercher les conditions opérationnelles par lesquelles exprimer cette valeur. Et pour moi, les conditions opérationnelles, c'est celles que je rappelais au début, les grands volumes quand c'est adapté, et donc typiquement avoir, changer la façon dont un client va interagir avec sa banque au travers d'un assistant conversationnel qui soit va répondre en s'appuyant sur les données qu'on a, soit va déléguer à des IA plus spécifiques, par exemple du coaching financier ou des choses comme ça. Ça va être transformant. Ça va par définition s'appliquer à 10, 15, 20 millions de clients. Et donc là, il y aura effectivement un ROI qui sera très important.
Ouais, même s'il y a en sous-jacent la question de la rentabilité économique, en tout cas de la gestion industrielle de ce genre de système qui se pose sur le génératif, mais Alors, c'est mieux que moi. c'est pour ça qu'il faut mutualiser. C'est-à-dire, moi, au-delà de la gestion industrielle, parce que ça, je pense qu'on a franchi ce cap-là, tout le monde voit bien. Le sujet qui me préoccupe le plus en ce moment, tu as parlé de MCP, par exemple, le protocole qui permet d'accéder finalement aux couches de données pour les agents. En fait, on parle de ces technologies-là, mais elles sont très peu matures sur le plan industriel. Et donc, du coup, nous, pour l'instant, on ne met pas de MCP, par exemple, sur les couches agentiques et accès aux données. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, ça veut juste dire qu'on considère qu'à partir du moment où il y a des zero day toutes les semaines sur ce protocole, et c'est pareil sur des tas de composantes, hein. On parle par exemple du RAG, ça fait 3 ans qu'on en parle, il y a encore des failles qui apparaissent, zero day régulièrement, et donc zero day, pour le coup, c'est très dérangeant parce que comme on n'est pas forcément des organisations extrêmement réactives, on va dire, on peut toujours compter sur le fait qu'un hacker exploite avant nous la faille, quoi. Et donc voilà, donc moi j'ai envie de dire, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on fasse ce que les clients demandent. En revanche, il y a une autre façon de mourir, parce que si tu ne sers pas tes clients, effectivement, commercialement tu meurs. Il y a une autre façon, c'est de vouloir aller trop vite et de mettre la charrue avant les bœufs, et du coup de perdre la confiance des clients. Alors c'est pas vrai pour tous les business, mais pour une banque, si tu te fais exfiltrer tes données parce que tu as un agent qui est connecté à du MCP et que tu as un hacker qui rentre par là et qui récupère les données, pour le coup, tu es mort. Et c'est pas un risque systémique. Il y a d'autres trucs où tout le monde est mort. Bon, à la limite, on peut discuter entre morts. Mais quand c'est un risque qui est non systémique et que c'est ton comportement qui l'a généré, là, c'est quand même... Donc, voilà, on veut pas être ceux qui ferment une boîte séculaire au motif qu'on a mis des agents dans un système critique, quoi. Voilà. Et Laurent, sur cette question du ROI, est-ce qu'il est là aujourd'hui et avec le recul, quels prérequis finalement tu identifies qui doivent aider justement à aller chercher la valeur qu'on a pu percevoir au début Alors moi, j'ai un point de vue très tranché, on va dire un point de vue personnel. Il est très difficile d'avoir vraiment du ROI si on calque. Alors c'est vrai, il y a des différences entre. On arrive vite à avoir du ROI avec du machine learning sur certains process, etc. Etc. Mais si on revient un peu à l'IA générative, etc., si on ne change pas le process. Et c'est là la difficulté. Et c'est là où tu as des fois les réticences les plus dures. Je prends un exemple assez basique qui est faire du développement. Si tu fais de l'IA générative dans un cycle de développement classique, on va dire agile, avec, je sais pas moi, méthode Scrum avec tes sprints, etc., tu auras quasiment, très peu de ROI à la fin. Et il faut tout péter. Et là tu rentres dans un schéma qui est beaucoup plus compliqué. C'est quand tu as annoncé au gars, ouais, mais alors attends, en fait, tu vas pas travailler comme ça, mais tu vas avoir 3-4 agents, donc tu vas avoir un truc qui va faire un peu de design, un machin qui va faire du coding, mais eux, ils n'ont pas besoin de sprint, ils travaillent toute la nuit. Donc ils te font ta première version là demain. Et en fait, c'est là où tu captes tout le ROI, tu maximises. Donc moi, je dirais, il n'y a qu'un conseil, il faut faire du re-engineering du process. Si tu mets des bouts d'IA juste sur des process qui classent, alors je dis pas que tu n'en trouveras pas des cas d'usage, mais tu vas grappiller des bouts de ROI, du 1%, du 2%, du 5%. Il faut casser ton process. Et là, c'est dur. J'ai entendu à Adopt AI quelqu'un de Société Générale qui parlait de mettre du rouge à lèvres à un cochon. Bon, c'est un peu comme le pansement sur la jambe de bois finalement. Moi, je suis toujours preneur si ça augmente le nombre de clients. Ouais, mais attention. Le cochon était un animal avec une belle personnalité, je le rappelle. Michel, si on va dans l'industrie, aujourd'hui, selon toi, quelle est la bonne façon d'aborder l'intégration de l'IA dans des processus de plus en plus importants, stratégiques, sur la supply, par exemple? Alors, je dirais 3 choses. D'abord, il faut prendre la bonne IA. Ce que vous avez dit, il n'y a pas une seule IA. Et typiquement, si vous avez des systèmes extrêmement complexes, il faut prendre de l'IA qui est capable de la gérer. On va être sur de l'optimisation sous contrainte, dynamique, avec des incertitudes, de la simulation complexe. Enfin bref, c'est toutes ces choses-là. Il faut prendre ce qui est adapté à ce que vous voulez résoudre. La deuxième chose, c'est que ça doit être porté par la direction et la direction générale. Et pour ça, il faut que les gens comprennent ce dont on parle. Moi, je me suis tapé 4 allers-retours en un mois
pour en l'occurrence un Chief Supply Chain Officer dans une ville de l'Ouest américain, d'une énorme boîte, parce qu'il m'avait dit, écoute Michel, est-ce que tu peux venir et je veux que tu m'expliques ce que c'est que ces conneries. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va faire pour ma boîte? Et il faut que le COMEX le comprenne. Le COMEX, il ne peut pas se permettre, et les dirigeants en général, d'avoir écouté un podcast à droite, à gauche, etc. C'est pas possible, en fait, parce que ça va être tellement cœur. Et le troisième point, qui pour moi est très, très important, c'est que pour ces systèmes-là, on a besoin d'une IA. On n'est pas dans la situation d'une IA qui va faire plus vite des choses qu'on sait déjà faire, ou plus rapidement, à plus grande échelle. On est sur l'IA qui va aider des trucs où, pour le dire clairement, on n'est pas assez intelligent, nous humains, pour le faire. On a besoin de se faire aider. Et donc, ça veut dire que la clé, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir gérer l'adoption. Comment est-ce que les gens vont adopter ça? Parce qu'en fait, c'est pas qu'on va les remplacer pour qu'après ils deviennent clients de notre collègue, là, mais pas du tout. C'est qu'on est en train de leur dire, et ils le savent, c'est trop complexe pour vous, vous avez besoin de vous faire aider. Mais du coup, l'adoption, c'est des choses concrètes, de la valeur créée, et de la valeur créée pour l'entreprise, et de la valeur créée pour la personne qui va l'utiliser. On oublie souvent ça. Les gens voient souvent la valeur créée pour l'entreprise. C'est super. Mais si la valeur elle est créée seulement pour l'entreprise et pas pour celui qui va l'utiliser, il ne va pas l'utiliser en fait. Donc pour moi, c'est ça les 3 aspects les plus importants. Et là, j'ai été court, franchement. Parfait. D'ailleurs, j'encourage la lecture de l'étude Laboria sur justement la vision gestionnaire de l'IA et la vision au niveau de l'utilisateur, du salarié lui-même. Alors, vous voyez, on a beaucoup questionné les promesses, le marketing. Il y a quelque chose aussi qui revient depuis 3 ans, c'est la bulle de l'IA. On a l'impression qu'on en parle cette année. Dans les faits, pour moi, pour traiter l'actualité au quotidien, ça fait depuis 2023 qu'on le traite. Est-ce que toi, Samir, en tant que décideur, c'est quelque chose qui est une préoccupation ou qu'elle éclate ou non, c'est de nature à affecter tes projets et tes investissements? Moi, ça, pour être tout à fait transparent, ça me préoccupe pas tant que ça, parce qu'en fait, France Travail n'investit pas donc, si elle éclate, on aura un impact relativement limité. Les éclatements de bulles, ça n'a pas empêché certaines technologies de se déployer et devenir finalement centrales. Après l'éclatement de la bulle Internet, quand les vagues se sont retirées, il restait Google, Amazon, Facebook, et donc qu'elle éclate ou non, j'avoue que c'est pas une énorme préoccupation. Ce qui est une préoccupation pour nous, c'est de le faire au bon rythme, de la bonne façon, de changer aussi nos process, d'essayer de comprendre aussi quel sera l'impact de l'IA. Alors, comme on se le disait en aparté, là, personne ne sait si on sera remplacé ou pas. Moi, il y a 25 ans ou 30 ans, quand on me demandait, on parlait pas d'IA générative, on parlait d'IA forte ou d'IA générale, en fait. Et quand on me demandait si ça existerait un jour, je répondais peut-être pas directement, mais dans ma tête, je me disais peut-être en 2070. Finalement, même si on ne parle pas d'IA générale encore, il y a par exemple Microsoft récemment qui a rédigé un article pour parler de Spark of General AI, en fait, donc d'étincelles d'IA générale. Le test de Turing, on arrive maintenant à le passer assez facilement. Donc finalement, qui peut dire si les gains de productivité qu'on a à attendre vont avoir un impact sur la quantité de travail disponible, et quel sera le rôle de France Travail dans ce contexte? C'est peut-être l'une des raisons qui a fait que je suis passé du secteur où j'étais avant, enfin du retail à France Travail. C'est que finalement, quand on écoute certains philosophes, Luc Ferry dit il faudra verser un revenu universel à tous les Français parce qu'il y aura plus suffisamment de travail. Peut-être que c'est une partie de ces gains de productivité seront justement réorientés vers ce revenu. Honnêtement, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je ne m'exprime pas sur est-ce qu'il faut le faire ou pas. Mais en tout cas, moi, ce qui me préoccupe, c'est plutôt ça. L'éclatement de la bulle, oui, il est vrai que Nvidia, maintenant, a des valorisations qui sont considérables. Ça pose aussi des questions du fonctionnement, du modèle. Ces puces coûtent très cher à produire, elles coûtent très cher en énergie. Ils achètent tous des centrales nucléaires pour les faire fonctionner. Alors, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas d'autres modèles? Les Chinois produisent des modèles peut-être plus petits ou plus économes. Est-ce qu'il ne faut pas avoir aussi des modèles plus petits pour des questions plus précises?
L'architecture des puces, on a vu que Mistral s'était rapproché de ASML, donc c'est peut-être aussi un sujet. Pareil, je ne suis pas chercheur, j'ai commencé dans ce domaine, mais je ne suis pas chercheur, donc je n'ai pas de réponse à apporter. Mais en tout cas, moi, ce qui me préoccupe, encore une fois, c'est ce que ça va impacter dans la société et pour nous en tant qu'utilisateurs aussi. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même, on doit maîtriser l'IA pour nous-mêmes d'abord, et puis ensuite accompagner le reste de la société, puisqu'en fait, à mon avis, ça va impacter l'ensemble des citoyens français. D'accord. Laurent, tu veux réagir à la bulle et l'impact que ça pourrait avoir? Alors, bon, la bulle, c'est une chose. Je dirais, la bulle, c'est les gens qui ont investi. Oui, si elle pète, c'est eux qui vont payer. Moi la question, même à titre de citoyen qui me pose la question, la dernière fois, je regardais un peu les montants. C'est à peu près 1900 milliards pour la lutte contre le changement climatique. Et là, on va atteindre les 1500 milliards pour l'IA. Donc moi, ma question, c'est quelle est la priorité? Voilà. Et ce qui m'inquiète, c'est la captation de l'investissement. C'est-à-dire ces milliards qui sont investis là, ne sont pas investis ailleurs. Et donc d'ailleurs, c'est la même chose pour les entreprises. Hein. L'argent qu'on va investir sur ces technologies, on ne l'investit pas ailleurs. Donc en fait, c'est vraiment plutôt, au-delà de la bulle, c'est le choix de l'investissement et la priorisation. Est-ce que c'est là qu'il faut mettre nos billes ou ailleurs? Et c'est vraiment ça, je pense, à la fois à l'échelle, je dirais, des gouvernements, des entreprises, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Après, bon, la bulle spéculative, etc., ça va concerner les boursiers, ceux qui ont les actions, etc. Mais c'est vraiment ça, c'est la captation de l'investissement qui est massif. Ouais. Donc, cet argent, il ne va pas ailleurs. Ouais. Moi, j'irais même plus loin, c'est parce que l'investissement, limite dans des économies qui vont mal, la masse monétaire, ça peut se gérer, voilà. C'est plutôt les autres ressources, je pense que c'est encore plus grave. C'est que si effectivement on concentre une quantité invraisemblable de ressources, les terres rares, l'eau, l'énergie, les talents, sur uniquement l'IA, qui parfois, on le sait, est quand même utilisée, et pas forcément à bon escient. Il y a plein d'exemples pour dire ça. Hein. On oublie d'ailleurs, par exemple, que l'IA la plus utilisée au monde, c'est pas forcément une IA générative, c'est les IA de recommandation des réseaux sociaux, en nombre d'usages quotidiens. Et donc, ouais, si c'est pour faire des IA comme ça, où effectivement ça a plutôt un rôle d'abolition du discernement, plutôt que de résoudre les grands défis sociétaux, la santé, le vieillissement de la population, l'éducation, le changement climatique, pour le coup, je pense que c'est même plus une question de montant d'argent ou d'investissement, c'est juste qu'on aura raté le coche de ce qui est vraiment sensible pour la survie de l'humanité, quoi. Michel, tu voulais réagir sur cette question de la bulle, sinon Alors je peux toujours réagir. Hein. Moi j'ai été prof dans une vie antérieure. Je peux parler de n'importe quoi sur. Je suis certain que la bulle va éclater. J'espère me tromper, mais je parlais récemment avec un cadre dirigeant d'un des hyperscalers et qui disait le problème c'est que on investit en dizaines ou centaines de milliards et pour l'instant les revenus qu'on a ils sont en centaines de millions ou quelques milliards. Donc on a un problème et du coup c'est pas pour rien qu'ils ont commencé à dire à la planète entière il va y avoir des agents partout, vous devez avoir des agents, vive les agents, vous allez manger des agents, vous allez être content, etc. Qu'est-ce que c'est que l'IA? Qu'est-ce que c'est qu'un agent aujourd'hui, hein? Ça me rappelle ce qu'on disait sur qu'est-ce que c'est qu'un data scientist. C'est un statisticien qui vit dans la Silicon Valley. Alors, j'ai rien contre la Silicon Valley, j'y ai vécu pendant 4 ans. Et parfois, un agent, c'est simplement un algorithme qui vit dans la Silicon Valley et à qui on peut parler en langage naturel. C'est un peu inquiétant. Je précise, je n'ai pas mangé mes data scientists. Hein. Je ne me posais même pas la question. Je voulais qu'on parle un petit peu des risques. Alors peut-être Michel, si tu peux, en quelques mots, dans l'industrie, les risques liés à l'IA et leur prise en compte. Alors je sais qu'il y a des organisations sur l'IA responsable dans l'industrie. Qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire finalement pour pouvoir déployer de l'IA et en même temps faire que ça se fasse de manière sécurisée pour le process, pour les individus, etc. Alors, je pense que la clé là pour l'industrie, le risque, c'est qu'on a besoin d'une IA de confiance. Et donc, il faut que cette IA qui se développe, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, mais ça doit être une IA de confiance. Donc, une IA qui est auditable, une IA qui est explicable. On ne peut pas se permettre, quand on est au cœur des systèmes, de faire des choses qui n'ont pas ces caractéristiques. En tout cas, il faut bien comprendre la limite. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est faire des choses très concrètes,
les faire d'abord à petite échelle, sans pour autant faire des forêts, des POC partout, tout le temps, etc., mais à petite échelle, et qui ont possibilité, et qui ont un potentiel de croissance. Hein, c'est notre bien-aimé président de BPI France, Nicolas Dufour, qui disait on fait des forêts de POC, je voudrais qu'on ne fasse pas des forêts de bonsaï. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Donc l'idée, c'est s'assurer qu'on a une IA qui tient la route au sens auditable, explicable, etc. Deuxièmement, qu'elle est mise en œuvre à périmètre réduit avec potentiel de croissance. Pour moi, c'est ces 3 aspects qui sont extrêmement importants. D'accord. Alors, oui, vous êtes encore 3, je vous laisse 1 minute chacun. Laurent, je sais que, comme Aldric, c'est un sujet pour toi qui est important, c'est celui de l'autonomie et de la dépendance technologique. On l'a évoqué tout à l'heure, et puis en particulier ce questionnement qu'on peut avoir sur les prix. Est-ce que les prix aujourd'hui de l'IA générative sont les prix réels ? Enfin, comment, quand on est une entreprise comme L'Oréal, on arrive à gérer ce risque de dépendance ? Alors bon, enfin, je dirais c'est un sujet de plus dans la maîtrise des risques quand on est un grand groupe. Hein. Il y a celui-là, mais il y en a plein. Hein. Il y a beaucoup de risques qui sont, je dirais, encore très présents et beaucoup plus risqués qu'actuellement, vu l'usage quand même limité de ces outils. Donc on n'est quand même pas dans des situations de risque. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories. Alors pour rebondir, moi sur l'IA de confiance, moi je dis, j'aurai jamais confiance tant qu'elle est calquée sur l'humain. Pour moi, l'humain, il n'y a pas de confiance. Et d'ailleurs, dans les grands accidents, la faille, c'est pas les systèmes, hein, c'est souvent une erreur de conception, etc., une erreur humaine. Donc, une intelligence basée sur l'humain, pour moi, elle ne sera jamais à 100% de confiance. Elle aura les risques. On l'a vu, les gars qui arrivaient à faire dériver, que l'IA commence à faire du chantage en disant aux gars, ouais, t'as une maîtresse. Enfin, donc, comme on la gave de connaissances humaines, de la littérature, meurtre, violence, etc. Je pense donc l'IA de confiance. Pour l'instant, j'y crois pas. Et on peut essayer d'y aller, etc. Après, sur le vrai prix, ça c'est un vrai problème. C'est à la fois, je dirais, la vélocité, c'est comment bâtir des systèmes avec une techno qui change tous les jours. Alors ça, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a ça. D'ailleurs, je prends des décisions, je vais voir mon COMEX, je vais dire, ouais, on va essayer de mutualiser sur une techno, etc. Et puis, le gars de mon COMEX, il rentre dans sa bagnole, il monte, il dit, il écoute la radio, il m'appelle, il dit, mais Laurent, là, on a dit que c'était OpenAI, puis là, c'est Gemini 3 qui éclate la gueule. On a fait le mauvais choix. Ah putain, vous voyez, donc ça c'est cette espèce de vélocité. C'est très compliqué à manager et c'est un vrai boulot de CTO, etc., de s'extraire de ça, d'être agnostique au maximum. Et après, il y a le coût. Moi, j'ai un doute sur le coût. Le coût actuel, on ne paye pas le vrai prix. Donc, à un moment, le prix des tokens, à un moment, il va se retrouver quelque part. D'ailleurs, c'est un vrai sujet pour les éditeurs. C'est-à-dire, si vous rajoutez de l'IA qui n'est pas chez vous, vous achetez en masse du token chez quelqu'un d'autre, mais si d'un coup, il vous augmente de 30% le prix, comment vous allez gérer ça avec votre client ? On a vu ce qui est arrivé à Salesforce avec leur agent force. Donc ça, c'est une vraie question. Et franchement, il faut gérer ce risque-là. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des doutes quand on calcule un ROI. Le coût du ROI d'aujourd'hui, dans 3 ans, actuellement, c'est $200, on va dire. Pour un développeur, c'est $200. Ça sera peut-être $2000. Bon, moi, j'ai fait le calcul, à $2000, je m'en tire bien. Hein, parce que moi, les développeurs me coûtent beaucoup plus cher, même si je vais les chercher en Inde, etc. Donc, il y a des use cases où, même si le prix va augmenter, je suis gagnant. Il y a d'autres prix où, si j'ai des gains de productivité assez faibles, là, je vais être perdant. Donc, il faut suivre, il faut gérer. Aldric, je voulais qu'on parle avec toi sur cette dernière question, de l'impact humain, parce que finalement on le mesure assez mal aujourd'hui, notamment sur la formation des juniors, qu'ils soient dev ou dans d'autres métiers. Il y a beaucoup d'interrogations et je sais que c'est quelque chose que vous allez traiter au Crédit Agricole sur une partie même sociologique. Oui, bon, on va continuer à embaucher des juniors parce que je pense que ce serait une très grave erreur stratégique, comme on voit dans certaines entreprises, de dire on n'a plus besoin de juniors, on passe directement à la case senior. Après, il faut regarder aussi entreprise par entreprise, parce que nous, on a un sujet au Crédit Agricole, c'est que globalement, on a une pyramide des âges qui est quand même assez élevée. Donc de toute façon, l'enjeu de recruter des seniors, il est présent aussi parce que, à un moment donné, il faut aussi maintenir dans l'emploi, qui sont quand même des métiers de service, un certain nombre de ressources.
Ça, c'est le premier point. Ce dont on s'est aperçu, en fait, c'est que personne n'a la clé, hein, tu l'as dit, on ne sait pas finalement ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans. En revanche, ce qui serait irresponsable, c'est de ne pas se poser des questions dès maintenant sur ce qui pourrait se passer et en termes de prospective, se préparer à différents scénarios. Et donc l'esprit là des mesures qu'on est en train de prendre, on a créé une cellule d'accompagnement IA des collaborateurs, mais c'est au sens large, c'est-à-dire c'est les collaborateurs à la fois dans le pilotage de l'adoption, dans la mobilisation des compétences dont on va avoir besoin pour qu'ils puissent travailler avec de l'IA, mais c'est aussi sur ce que ça peut changer dans finalement tout ce qui est un peu informel dans l'entreprise, parce que on sait très bien qu'on a des fiches de poste, mais qu'en réalité on ne pratique pas son job comme c'est écrit dans la fiche de poste. C'est un peu le côté informel du travail. On sait très bien aussi qu'il y a des projets qui devraient, au regard de comment ils sont organisés, échouer, et puis en fait ils réussissent. Le côté informel, des fois dans les entreprises, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des dépassements de fonctions, qui dans le collectif en fait se sont comportés d'une certaine façon, qui ont permis de franchir cet écueil. À l'inverse, il y a des sujets qui devraient très bien marcher parce qu'on a tout fait comme il faut et ça marche pas. Et en fait, nous, ce qu'on va essayer de mesurer finalement, c'est ce que peut changer la diffusion quand même assez rapide de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, sur les compétences, les collectifs, et puis la façon de se comporter ensemble, et anticiper des grands questionnements, parce qu'on dit toujours, ça c'est le grand truc des technologues, et puis globalement de tous ceux qui s'occupent d'innovation. Notre prix Nobel dit, bah oui, mais en fait c'est la destruction créatrice, donc en fait après il y aura plus de croissance et plus d'emplois. Le seul problème c'est qu'on est dans un monde globalisé. Personnellement, moi, ça me fait une belle jambe si on détruit 2 millions d'emplois en France et que en fait, on en crée 200 000 et que les 1,8 million de différence, ils vont aux États-Unis ou ailleurs, quoi. Et donc, du coup, le point de vigilance qui est vraiment crucial, à mon sens, et ça fait peut-être le lien aussi avec la dimension création d'entreprise, c'est que je pense à un moment donné qu'il faut regarder dans la façon dont on crée nos champions sur l'IA, comment on les ancre dans les problématiques qui sont celles du quotidien, de nos territoires, de nos entreprises, et qu'on fasse très attention finalement à pas, par obsession du gigantisme, créer finalement des champions, mais qui ne créeront pas forcément la majorité de l'emploi qu'ils vont devoir faire en se développant dans notre pays, en Europe. Si on regarde les grands équilibres aujourd'hui, ils nous sont vraiment très défavorables. Pourquoi ? Parce que souvent on crée des boîtes qui certes sont des licornes par exemple, mais à 85 ou 90% sur des clouds américains, quoi. Et donc ça, ce questionnement-là, il faut vraiment qu'on l'adresse, et à la fois pour l'entreprise, mais aussi d'un point de vue plus sociétal, comment est-ce qu'on garantit sur un segment de développement de l'IA que finalement il sera bénéfique pour l'emploi, pour la société, mais ici et pas ailleurs, quoi. Alors, ce que dit Laurent, ce que dit Aldric, c'est de l'IA responsable. Comment en faire que dans les entreprises, ça ne soit pas juste un discours, tout le monde dit qu'il faut faire de l'IA éthique, d'accord, comment on le rend opérationnel? Comment vous le travaillez chez France Travail? Peut-être que c'est plus simple quand on est une administration avec une mission de service public. Je ne sais pas si c'est plus simple. Je pense que en fait, ça a été dit, il y a effectivement en plus des biais de finalement transposition de ce qu'on a dans la société, dans les IA. Surtout, c'est des IA qui se nourrissent effectivement de données produites par des êtres humains. On a tous en tête des cas, je ne sais pas si vous connaissez le cas d'Amazon, qui aurait, je ne sais pas si c'est une légende urbaine d'ailleurs, fait reposer le recrutement de développeurs sur une IA qui analysait des CV des meilleurs développeurs et qui s'est mis à exclure les CV féminins parce qu'il n'y avait pas beaucoup de CV masculins dans la base de données d'Amazon et qu'il l'intégrait comme pattern. Donc c'est un surapprentissage, un overfit de l'IA d'Amazon. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas j'ai entendu cette histoire. Et donc effectivement, cette transposition finalement de nos biais apparaît souvent dans les IA et il faut se méfier de ça évidemment. Après, nous, chez France Travail, comme je le disais, on est un organisme très paritaire. À notre conseil d'administration, on a l'ensemble de la représentation syndicale, on a l'État, les représentants patronaux aussi. Donc les choses sont quand même vues avec beaucoup de prudence. Et d'ailleurs, on est un peu pris en étau entre les syndicats et le conseil d'administration parce qu'ils communiquent. Et donc, dès qu'on veut déployer quelque chose, on le fait effectivement dans un cadre très ouvert au dialogue, on va dire. Et puis, par ailleurs, on a un comité d'éthique. On essaye de finalement déployer l'IA qui
qui nous convient du point de vue de l'éthique. Donc c'est les garde-fous dont on essaye de se doter. Après, bon, c'est jamais facile en fait de se prémunir en fait de tous les risques. Enfin, d'ailleurs, on s'en prémunit jamais. On essaie de les gérer. Merci beaucoup. Il y avait Merci. effectivement la dimension green IT. Alors, c'est vrai que Exactement. vous avez vos infrastructures. C'est vrai que c'est plus facile de gérer la mesure de sa consommation que quand on va consommer du C'est ça, on a nos propres serveurs. C'est pour le cloud. coup, on a très peu de cloud. On a nos propres serveurs pour des raisons aussi de souveraineté. Alors, souveraineté, faut le définir. C'est quoi souveraineté? Est-ce que c'est l'indépendance, le fait de ne pas dépendre d'autres pays qui veulent parfois nous nuire, etc. Est-ce que c'est la capacité de garder ces données en France? Ceci dit, vous voyez, on a nos propres serveurs, c'est pas nos serveurs qui sont attaqués. On a eu une fuite de données, c'était plutôt les applicatifs qui ont fait fuiter les données. Donc bon, c'est toujours des sujets un peu complexes, mais en tout cas, c'est des sujets qui nous préoccupent. Et en tant qu'institution étatique, ou en tout cas dépendante de l'État, on a une responsabilité forte et on doit faire attention à tout ce qu'on fait. Parfait. Nous en terminons là. Alors, peut-être qu'on peut les applaudir beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre.